Ok, la vidéo qui va suivre va être un peu random, je vous avoue, j'ai pas énormément préparé de choses, mais ce dont j'aimerais parler en tout cas, c'est de rester informé et d'éviter le surtrading et le surtracking. Alors pourquoi je parle de ça maintenant? Il faut savoir que c'est dans la continuité de plusieurs vidéos que j'ai faites sur la peur de manquer une opportunité ou le FOMO. Donc c'est la quatrième vidéo sur le sujet, d'ailleurs vous pouvez retrouver dans la description les liens vers les trois précédentes vidéos. Et c'est une série qui me tient énormément à cœur et que j'avais envie de faire parce que non seulement elle me permet de transmettre les choses que j'apprends, mais ça me permet aussi de comprendre mieux mon plus grand défaut en trading qui est du coup le FOMO. Et ça tombe bien et je pense que c'est le bon moment pour faire cette vidéo parce que récemment j'ai fait de la merde sur les marchés. On va aller étudier le trade que j'ai pris ensemble. Et je vais vous montrer du coup pourquoi le point dont on va parler dans la vidéo, donc rester informé mais à tout prix éviter le surtrading et le surtracking, sont importants pour éviter les erreurs comme celles que j'ai commises. Donc sans plus tarder, on va direct passer au point. Donc comme vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui regardent les vidéos déjà depuis un petit temps, concernant le FOMO, on avait déjà parlé de l'importance de respecter son plan de trading, de définir des objectifs réalistes et aussi du fait que utiliser des ordres limites pouvait nous éviter de vouloir sauter compulsivement sur le marché. Si ces trois sujets-là vous intéressent, je vous invite à aller regarder les vidéos qui sont en lien dans la description. Et donc aujourd'hui, on va parler du point 4 et dans les prochaines vidéos, peut-être pas directement dans la prochaine vidéo, mais en tout cas ça finira par sortir, on parlera des 6 autres points qui sont ici. Mais donc le point 4, comme à chaque fois, j'aime bien faire deux sous-points pour détailler un peu ce que je veux dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire le surtrading et le surtracking? C'est assez simple. Le surtrading, c'est quand on va trader trop. Donc par exemple, imaginons que sur une semaine, il y a une, deux, trois opportunités qui se présentent, mais que toi, tu forces les marchés et tu essayes d'en prendre 4, 5, 6, tu fais du surtrading. Tu trades plus que ce qui est non seulement nécessaire, mais plus que ce que le marché te présente. Autrement dit, tu forces les trades au lieu d'attendre qu'une opportunité se présente et de sauter dessus. Donc ça, c'est le surtrading et souvent, ça s'observe quand tu vois que sur une semaine, tu as encaissé genre 3, 4, 5, 6, 10 pertes. Alors bien évidemment, ça dépend de ton style de trading. Si tu es un scalper, tu vas trader beaucoup plus que si tu es un day trader ou un swing trader. Mais dans l'ensemble, selon ta stratégie, tu peux avoir plus ou moins une idée du nombre de positions que tu dois prendre par semaine. Pour ma part, ça tourne généralement autour de 1, 2, 3. Et si je commence à avoir plus que 3 positions, c'est peut-être qu'il y a un problème. Alors bien évidemment, parfois tu vas ouvrir un trade, tu vas rater ton entrée, peut-être parce que tu es entré trop tôt ou trop tard, donc tu vas clôturer en étant en perte. Donc forcément, ça va déjà faire un trade dans ton journal, et donc peut-être qu'après tu vas devoir en rouvrir un pour ensuite attraper le bon move, mais souvent, genre dans 9 cas sur 10, quand tu as plus que, pour en tout cas un day slash swing trader, quand tu as plus que 3 positions par semaine, c'est peut-être que tu as trop tradé. En tout cas, pour ma part, si j'ouvre ne serait-ce qu'une position et que c'est un bon trade, donc un bon gagnant qui me rapporte 3 ou 4 R, j'ai même pas besoin d'en ouvrir d'autres. Donc, en sachant ça, si maintenant j'ai 2-3 positions, c'est que j'ai fait quelque chose de mauvais. Mais donc ça c'est pour le surtrading. Le surtracking, pardon, c'est le fait de traquer trop de choses. Alors ça peut être sur les graphiques, donc d'un point de vue technique. Ça peut aussi être en dehors des graphiques, donc d'un point de vue plutôt fondamental. Vous le savez peut-être, mais je suis un pro entre guillemets du tracking, pas dans le sens où je suis bon là-dedans, mais dans le sens où je traque énormément de choses, notamment dans mon analyse fondamentale. Bêtement, si je mets par exemple ici pour la semaine 5, vous voyez que du coup chaque jour je fais des prévisions économiques, à la fin de la journée je fais aussi un récap des marchés, etc. Et donc j'ai tendance à traquer beaucoup de choses, beaucoup de données, même mon calendrier aussi est assez complet dans le sens où je prends des notes pour presque toutes les annonces économiques. Alors ça peut être un avantage, mais ça peut aussi être un gros inconvénient, et on va voir pourquoi. Donc pour parler d'abord du surtrading, ou vous savez quoi, non, on va d'abord commencer avec le surtracking. Donc j'avais déjà pris des notes, je vais juste les copier-coller. Donc l'idée en fait c'est que tu ne peux pas complètement négliger l'analyse fondamentale. Certaines personnes vont être 100% techniques, donc analyse technique, mais je pense quand même que c'est important et intéressant de au moins jeter un coup d'œil aux annonces économiques qui vont sortir. Pourquoi? Parce que si tu ouvres une position aux alentours par exemple de la décision de la Fed qu'on a eue hier, ou peut-être que tu vas ouvrir une position demain, aux alentours de la publication de rapport sur l'emploi. Le problème, c'est que tu ouvres une position dans un environnement où il va y avoir énormément de volatilité à court terme. Et tu risques de te faire sortir parce que tu n'as pas tenu compte de la volatilité qui allait être amenée par l'annonce économique.
Dans cette optique-là, je pense que c'est important de tenir compte de l'analyse fondamentale. Après, je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut baser toutes ces décisions de trading sur l'analyse fondamentale. Pour ma part, j'ai d'abord une approche fondamentale avant de faire mon analyse technique et ensuite de prendre mes entrées et sorties. Mais je sais que certaines personnes abordent les marchés complètement différemment. Pour le dire simplement, j'utilise l'analyse fondamentale pour avoir un biais directionnel, pour en gros attribuer une sorte de valeur à une paire de devises. Donc imaginons en ce moment, je pourrais dire, ok, selon moi, l'euro, parce que vous le savez sûrement, je trade beaucoup l'euro-dollar. L'euro est surévalué, sous-évalué, donc j'ai envie d'acheter, de vendre de l'euro. Ça, c'est le fondamental qui va me le dire. Donc par rapport aux événements économiques majeurs, par rapport aux données économiques, par rapport à la conjoncture, par rapport aux politiques monétaires, toutes ces choses-là vont me donner des raisons de vouloir acheter ou vendre une certaine devise. Une fois que j'ai mon idée en tête, alors c'est juste une idée, ça ne veut pas encore dire que je peux acheter ou vendre. Même si par exemple j'ai envie d'acheter l'euro, si j'ai pas de setup d'achat, ben, j'achète pas. Et ça arrive parfois que le fondamental et la technique ne s'alignent pas et que je peux rien faire. Mais une fois que j'ai mon billet, ce que j'appelle oui, un billet fondamental, une idée, achat ou vente, à ce moment-là je vais chercher des points d'entrée et de sortie avec l'analyse technique. Le problème, et vous l'aurez peut-être remarqué à force de faire les vidéos, mais c'est aussi pour ça que je l'ai fait, hein, c'est pour s'améliorer, c'est que je suis plutôt bon en analyse fondamentale et mes prévisions économiques sont assez bonnes, mais je suis assez mauvais en analyse technique. Et c'est marrant parce que généralement c'est l'inverse. Les gens sont très bons en analyse technique, mais ils ont du mal à comprendre la macroéconomie, la géopolitique qu'il y a derrière et à prendre les bonnes décisions et aller dans la bonne direction parce qu'ils ne comprennent pas ce qui fait bouger une paire de devises. Mais moi, du coup, c'est l'inverse. Et là où les personnes me regardent un peu en mode, mais allez, c'est évident. Enfin, allez, l'analyse technique, c'est pas compliqué. Ben, moi, je galère là-dessus. Et par contre, à l'inverse, l'analyse fondamentale, ben, vous le voyez parfois quand j'explique certains concepts économiques, ben, c'est relativement simple pour moi, mais je peux comprendre que c'est compliqué pour certaines personnes. Bref, faudrait que du coup, à l'avenir, je me concentre davantage sur l'analyse technique pour améliorer mon trading et que je mette un peu de côté l'analyse fondamentale. Mais donc, pour revenir sur tracking, le danger en fait de traquer trop de choses, c'est que tu vas te perdre et donc dans l'idée globale que tu avais des marchés, donc ce que j'avais appelé le billet, cette décision d'achat ou de vente. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Rester informé des événements économiques, c'est selon moi important. Même si tu es un day trader, parce que certains vont dire, bon, pour le scalping, c'est peut-être pas nécessaire, mais même certains vont dire que pour le day trading, c'est pas important d'avoir une connaissance globale des marchés d'un point de vue fondamental. Je pense quand même que si, comme je l'ai dit, pour éviter du coup la volatilité à court terme qui peut survenir lors de l'application d'une lance économique. Donc rester informé des événements économiques, mais ne pas laisser chaque publication guider tes décisions. Je réfléchis juste si je vais déjà vous montrer. Non, je vais d'abord aborder le deuxième point et puis on va analyser le trade que j'ai fait. Donc ça c'est la première chose, ok. C'est avoir par exemple un calendrier comme celui-là. Okay, donc vous voyez par exemple aujourd'hui, on avait quoi? On avait les PMI dans plusieurs pays de la zone euro, on avait aussi dans le bloc monétaire dans son ensemble, PMI pour le secteur manufacture, on avait aussi les données d'inflation de la zone euro, on avait inflation pour l'Italie, on avait les inscriptions hebdomadaires au chômage comme d'hab, la productivité, les coûts du travail trimestriels aux États-Unis, PMI manufacture aux États-Unis selon ISM, et globalement c'est tout. Et donc on avait toutes ces données-là. Alors, si tu commences à regarder chaque indicateur un à un et te dire, ok, est-ce que ça c'est haussier, baissier, tu peux vite te perdre en fait dans cette quantité d'informations. Et ce qui est important, c'est de dégager l'essentiel dans la journée, quelles étaient là où les annonces économiques majeures aujourd'hui, et comment est-ce que ça va changer mon billet fondamental global. Donc par exemple, pour l'instant, j'ai un billet fondamental baissier sur l'euro-dollar, sur fond de réévaluation de la trajectoire des taux, enfin réévaluation des anticipations des marchés concernant la trajectoire des taux. En gros, pour le dire simplement, là où on pensait que la Fed allait baisser ses taux d'intérêt en mars, selon moi, les investisseurs vont repousser ces anticipations-là à mai, au mois de mai, et du coup ça va permettre au dollar et au rendement de s'apprécier, donc à l'euro de se déprécier. Donc ça c'est mon biais fondamental global. Mais maintenant la question c'est au fur et à mesure que les données sortent, est-ce que ça change mon idée globale pour autant? Et le risque en fait c'est que à se perdre dans les données à court terme, on en oublie l'image globale, la vision d'ensemble. Et alors, par exemple, on peut se mettre, je sais pas moi, imaginons ici, oh, je vois que l'IPC est sorti un peu plus élevé que prévu, même si l'inflation ralentit toujours en zone euro, on voit que l'indice des prix à la consommation est sorti un peu plus élevé que prévu. Si je tombe dans le piège d'avoir une vision micro au lieu d'avoir une vision macro, je pourrais me dire, ah, go, j'achète l'euro, parce que l'inflation est plus solide que prévu, et donc, alors que non, si je garde ma vision globale, est-ce que ces résultats-là
ces données flash de l'inflation pour le mois de janvier changent la picture globale, changent l'environnement global? Non. Pas le moins du monde. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Après, pour être honnête avec vous, c'est un problème que j'avais beaucoup il y a encore quelques mois, voire même quelques semaines. Mais j'essaye vraiment de prendre du recul et de me contenter des données essentielles, des données globales. Et vous allez le voir, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder. Vous allez voir que j'ai quand même malheureusement fait l'erreur hier, en tout cas, de prendre une décision, donc de trade, tout simplement, achat-vente, sans tenir compte justement de l'annonce globale qui allait venir. Donc pour l'évoquer, après on va aller sur les graphiques, mais pour juste l'évoquer, hier, vous le savez sûrement, on avait eu un rapport sur l'emploi, publié par le cabinet ADP. On avait aussi l'indice du coût de l'emploi aux États-Unis, qui est un indice qui est publié sur base trimestrielle. Et puis on avait la fameuse décision de politique monétaire de la Fed. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de prendre une position bien avant la décision de politique monétaire qui était à 20 h. Donc j'ai pris une position dans l'après-midi, peut-être vers 13, 14 h. Et non seulement j'ai été surpris par les données d'ADP et l'indice du coût de l'emploi, qui ont tous les deux surpris à la baisse. Donc déjà, ça, c'était pas bon pour mon billet de base, parce que mon billet fondamental est baissier, et des données pareilles envoient l'euro à la hausse. Mais aussi, surtout, le problème de se positionner en milieu de journée, à 12, 13, 14 heures, c'est qu'il reste 5, 6, 7 heures avant la décision de la Fed, et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut se passer énormément de choses sur les graphiques en 5, 6, 7 heures. Donc, et d'ailleurs, c'est écrit dans mon plan de trading, c'est lorsqu'une annonce économique va sortir, est prévu pour la journée, une grosse annonce, pas juste un petit truc comme les PMI ici de l'Espagne, mais un gros truc comme la décision de politique monétaire de la Fed, positionne-toi le plus tard possible. Pourquoi? Parce que personne ne va se placer des heures avant l'annonce. Alors je ne parle pas des gens qui se positionnent en anticipation d'un certain résultat, ça c'est encore autre chose. Parce que parfois, en fait, les mouvements de prix se produisent en deux temps. Il y a les mouvements anticipationnels, dans le sens où, imaginons que les investisseurs anticipent. Imaginons pour demain, il y a le rapport officiel sur l'emploi qui sort. Imaginons que demain, les investisseurs s'attendent à un rapport sur l'emploi solide. Certains vont aller short l'euro, et donc, ou bien acheter le dollar en anticipation d'un rapport solide. Donc on va déjà avoir un premier mouvement de prix qui sera poussé par juste des anticipations. Et puis on va avoir le deuxième mouvement de prix. Et là, il y a deux scénarios possibles. Soit, du coup, la donnée confirme les anticipations, donc on a bel et bien un rapport solide, voire même plus solide que ce qui était anticipé, et ça continue le mouvement. Okay. Soit, à l'inverse, le rapport est comme prévu, mais quand même solide, dans le sens où c'est ce qu'on avait anticipé. Et alors là, il y aura à l'inverse un mouvement de vente, donc un mouvement contre-intuitif, où du coup les investisseurs vont dire « Ok, on s'est placé en anticipation de ce rapport confirme nos prévisions, donc maintenant on peut vendre ». C'est ce qui s'était d'ailleurs passé sur le Bitcoin, où ils attendaient une décision politique, et une fois que la décision est sortie, tout le monde a commencé à vendre le Bitcoin, et les gens étaient là « What, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Bitcoin est vendu alors que la nouvelle est positive ?» Mais c'est parce que les gens s'étaient placés en anticipation. C'est pour ceux qui sont un peu à jour dans l'actualité. Enfin, ça s'est quand même passé il y a longtemps. Et donc voilà. Ou alors, encore un autre scénario possible, c'est le rapport déçoit les attentes. Ah, en fait, on s'attendait à un rapport solide, c'est un rapport faible, et là, tout le monde vend parce que du coup, on s'est trompé dans ce à quoi on s'attendait, et donc simplement, on va vendre ce sur quoi on avait acheté. Mais bref, tout ça pour dire quoi? Je ne sais même plus pourquoi je disais ça, mais bref. Du coup, je vais passer au deuxième point. Donc ça, c'est par rapport au sur-tracking. Ok, vraiment, ne vous perdez pas dans les petites annonces quotidiennes et gardez toujours une vision d'ensemble. Et ça va être en lien avec le deuxième point, qui est du coup d'éviter le sur-trading en étant sélectif, très sélectif dans tes trades, et donc en priorisant les setups qui ont une forte probabilité. Donc gardez ces deux phrases en tête. Maintenant, on va aller voir les graphiques et je vais vous montrer le trade que j'ai pris hier et l'erreur que j'ai faite concernant ces deux points-là, donc sur trading et sur tracking. Où l'erreur, comme ça je vous l'ai dit déjà, c'est d'avoir pris un setup qui avait une faible probabilité, et j'ai pas fait du sur-tracking, mais j'ai pas bien tenu compte du micro et de la macro au niveau des annonces économiques. Ce que je veux dire, c'est que au lieu de tenir compte du fait qu'il y avait une grosse annonce qui allait sortir, et que donc c'était dangereux de s'exposer sur les marchés à ce moment-là, je me suis quand même exposé, et bref, on va aller regarder ça. Donc, ici on a l'euro-dollar. Alors je ne vais pas tout vous remarquer tout le graphique, mais donc disons simplement que mon idée globale, comme je l'ai dit, c'est j'anticipais un
retracement, parce que selon moi la structure 4 heures est haussière. Donc j'anticipais un retracement déjà depuis fin décembre de la structure 4 heures, donc toute cette baisse qu'on observe pour l'instant sur l'euro, sur fond de recul des anticipations du marché en matière de baisse de taux d'intérêt. Donc ça, c'était mon biais global, que en gros, depuis un bail, j'essaye de short l'euro, short, ok. C'est mon idée globale. Mais bon, vous voyez quand même que c'est pas évident, parce que ici, l'action des prix est un peu chaotique, ici aussi, elle est un peu chaotique. Mais bref, vous avez l'idée globale. À plus court terme, je vais descendre un peu. À plus court terme, mon idée, elle était la suivante, ok. Donc, on avait... attendez, que je ne sais pas de bêtises, parce que c'est pas exactement le même graphique. Donc ici, j'avais indiqué un niveau de... Enfin, un plus haut de structure, que j'avais appelé plus haut de la structure 1 heure. Et donc, pour le dire simplement, donc ici, j'avais identifié une sorte de canal haussier, d'accord. Le prix était venu percer à la baisse. Ensuite, il est revenu retester plus haut. Donc, enfin, la structure 1 heure était un peu fucked up. Mais disons simplement qu'à partir de là, j'ai identifié mon haut de 1 heure là, mon bas là, un autre haut là, puis après on continue et on continue. Et donc, pour identifier juste la structure récente, selon moi on avait un plus haut 1 heure, vous le savez sûrement, mais ma stratégie se base énormément sur la structure, c'est presque 80% du taf. Donc le précédent haut il était là, d'accord. Ensuite donc le prix est venu jusqu'ici. Et donc, si je devais le tracer avec des flèches, c'est parfois plus simple à voir. Donc on avait ceci, ceci, donc sur ce point-là, une baisse, et puis le prix revient à la hausse, et puis le prix revient à la baisse, etc. Bref. Quelle est l'erreur que j'ai faite? Et je vais me mettre sur 1 heure, ce sera plus évident à voir. Donc, sincèrement, ce que je cherchais, et ça peut peut-être être intéressant de mettre les semaines, comme ça vous voyez vraiment où est-ce qu'on en est. Hop, hop, et hop, donc... Je disais, et c'est intéressant que je vous montre ça parce que comme ça vous voyez en même temps le manque de rigueur, je pense, si je peux appeler ça comme ça, ou le manque de peut-être précision dans les analyses techniques, vous le savez, c'est pas mon point fort. Et le problème en fait quand tu es bon en analyse fondamentale, c'est que tu vas avoir la direction du marché. Et tu vas très rarement avoir tort. Donc ça veut dire que tu sais où est-ce que le prix va aller. Mais tu sais pas d'où il va démarrer. Et c'est là où l'analyse technique joue un rôle important. Et quand tu as une mauvaise analyse technique ou quand tu maîtrises pas bien ta stratégie, tu vas pas saisir les bons points d'entrée et de sortie. Bref, donc cette ligne-ci verticale marque le début de la semaine, ok. Et donc ce que j'identifiais, c'est que la structure 1 heure avait dernièrement été, je vais y arriver, percée à la baisse, ok, ici. Donc ça, c'était en fin de semaine dernière. On avait la structure qui a été percée à la baisse. Donc ce à quoi je m'attendais ici, c'était d'abord le retracement de la structure ici, 1 heure, c'était en fin de semaine dernière. Et donc je m'attendais à une continuation à la baisse. Okay, c'est ce qu'on a eu en début de semaine, donc tout ce mouvement-ci. Et puis le prix est venu et a remonté, légèrement. Okay. Et donc c'est vraiment ici le point sur lequel je me suis concentré. Pourquoi? Et alors, n'oubliez pas que mes analyses se font essentiellement sur base du fondamental. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on avait comme données? Quand on était ici, donc si je ne dis pas de bêtises, ça c'était mercredi matin, d'accord? Donc mercredi matin, qu'est-ce qu'on avait? Le soir, on avait la décision de politique monétaire de la Fed, et l'après-midi, on avait l'application du cabinet ADP sur l'emploi, et on avait l'indice, donc l'ECI, le Employment Cost Index, l'indice du coût de l'emploi, cool. Personnellement, je m'attendais à un ralentissement du marché du travail, et certes un indice du coût de l'emploi qui diminue, mais je ne pensais pas que ça allait avoir un impact aussi haussier sur l'euro. Et donc je me suis retrouvé comme un con, un peu, à vouloir short l'euro, mais à partir d'ici. Donc si j'enlève tout ce qui s'est passé entre-temps, littéralement, ce à quoi je m'attendais, c'était, c'est simple, je me suis dit quoi? Parce que, encore une fois, mon biais de base est fondamental. Je me suis dit, cool, on va avoir l'ADP qui va montrer un chiffre solide, parce qu'on s'attend à certes un ralentissement du marché du travail, mais on voit qu'il y a quand même une résilience du marché de l'emploi aux États-Unis. Donc le rapport solide va empêcher l'euro d'évoluer plus haut et de venir aller chercher de la liquidité au-dessus de ces niveaux-là, pour ceux qui ont short à cet endroit-là. Parce qu'ici, il faut savoir qu'on a eu les jolts aussi, donc certaines personnes, voyant la solidité du rapport jolt, ont short l'euro. Donc je me dis, ok, on a déjà des investisseurs qui sont positionnés ici, en anticipation d'un marché du travail solide et en anticipation d'une décision de la Fed hawkish. Donc je me dis, ok, cool. À ce moment-là, je vais chercher à short. Comme je l'ai dit, je suis dans cette idée globale. Mais mon erreur ici, et j'essaye de mettre plus en avant l'aspect psychologique du trading dans cette vidéo que l'aspect analytique, mon erreur, en fait, elle a été de prendre une position en full risque, donc ça veut dire que je risquais 1 R sur cette position-là, à un moment où il y avait non seulement, donc je veux quelque chose comme ça, j'ai plus exactement les niveaux de prix, mais à un moment où il y avait non seulement
Donc je vais avancer un peu. Une annonce économique qui devait sortir à court terme, mais aussi à long terme. Et donc on s'est retrouvé avec la publication de l'ADP qui m'a surpris à la hausse, qui m'a sorti de ma position. Pas tout de suite, donc je devais être un peu plus haut. Pas tout de suite, mais qui a fini par me sortir à la hausse. Et c'est là où on en revient au FOMO, qui est le sujet de base de quelque part la vidéo, enfin plutôt de cette série de vidéos. C'est que, et je l'avais déjà expliqué dans une vidéo sur le FOMO, comme je l'ai dit, je vous invite à aller les voir dans la description, c'est que je me mange une perte à ce moment-là. Okay, je me mange une perte à cause de deux choses. Entrer trop tôt, mauvaise analyse technique, mauvaise identification des points d'entrée, des points de sortie. Et ouais, globalement, en fait, c'est juste du FOMO. Parce que si j'avais simplement été patient et je me suis dit, ok, c'est quoi, je vais essayer de me positionner vers 18, 19, 20 heures, ben, j'aurais pas mangé cette perte. Mais le problème du FOMO, et je l'avais expliqué du coup dans la vidéo sur le FOMO, donc qui s'appelle la peur de manquer une opportunité, c'est que du coup tu viens de te manger une perte. Et au moment où le prix rejoint ta zone d'intérêt, qui était ici, donc j'avais deux zones d'intérêt en fait. J'avais celle-ci, si je me la mets comme ça, ok, j'avais cette zone-là, dans le sens où tant que le prix ne perce pas ce niveau-ci, qu'on va appeler un niveau de résistance si on veut, parce que c'est un précédent swing high, tant que le prix ne perce pas ce niveau-là, on est toujours au niveau de la structure 1 heure dans une tendance baissière. Donc ça veut dire que j'anticipe dans la grande structure 4 heures ici, ok, la poursuite de tout ce mouvement-là en fait baissier qui est du retracement. Autrement dit, en fait, tant que j'ai pas d'inversion de la structure 1 heure à la hausse, je cherche toujours à short. Et donc bon, dans ma tête, je me dis, ok, j'ai deux possibilités. Soit je short l'euro à ce niveau-là, le prix ne parvient pas à dépasser ce niveau-ci, et à ce moment-là, rejoint des niveaux plus bas à partir de ce niveau-ci. Ou bien, le prix, comme ce qu'il a fait, perce à la hausse et va chercher jusque-là, mais je ne m'attendais pas, compte tenu de l'environnement fondamental, à ce que le prix parvienne à inverser la structure 1 heure à la hausse et dépasse le niveau psychologique 1,09. Genre c'était la valeur, la juste valeur de l'euro en ce moment, elle est aux alentours du niveau 1,08. Donc je voyais mal comment, d'un point de vue fondamental, l'euro pourrait surgir à la hausse. En tout cas, avec les données qu'on avait à ce moment-là, et puis de toute façon, ça a été confirmé après. Mais donc, sachant ça, je me retrouve avec le prix qui rejoint ma zone d'intérêt. Et donc, qu'est-ce que je suis censé faire? Donc, à ce moment-là, le prix arrive. J'ai mon alerte qui sonne. Ok, je descends sur 15 minutes et je commence vraiment à regarder qu'est-ce que fait le marché genre sur 15 minutes. Je regarde jamais 5 minutes, c'est une plage de temps à trop court terme. Et au lieu du coup simplement de short, parce que du coup le prix, donc j'étais toujours dans la bonne direction, j'avais un appui fondamental derrière, il y avait la publication de la décision de politique monétaire de la Fed juste après, genre littéralement, ici il est 16 h, mais donc juste après, donc je devrais un peu avancer, mais donc on avait cette publication là. Donc j'avais ma zone d'intérêt comme je l'ai dit, j'avais mon setup, et au lieu de juste short, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et c'est là l'importance de la psychologie du trading, en parallèle à avoir une bonne analyse, etc. Et donc en fait, simplement le fait d'éviter le FOMO, c'est que je me suis dit, bon, je viens de manger une perte. Ah, ça m'embêterait quand même de reprendre une deuxième perte. Pourtant, j'hésite. Alors que, avant ce trade, donc avant d'avoir encaissé cette perte, j'étais là, je suis sûr, l'euro, il termine la semaine, enfin en tout cas là, juste après la décision de politique monétaire, il rejoint le niveau 1,08, d'office, sans hésitation. Genre j'en étais sûr à 99%. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ma raison était là. Mais il y a quelque chose en moi qui m'empêchait de vendre. Et j'étais là, non, mais je sais pas trop, je viens de manger une perte, et si je me trompais à nouveau, et patati et patata. Et du coup, au lieu de short, j'attends, et puis vous savez ce qui s'est passé, hein, pour ceux qui ont regardé l'euro. Le prix après, donc on a eu la décision de politique monétaire de la Fed. Pour les raisons fondamentales que j'ai expliquées tantôt, l'euro a chuté complètement et il a effectivement rejoint le niveau 1,08 qui est plus ou moins ici. Et donc là, je me suis dit, bon, non seulement tu manges une perte, mais en plus tu rates l'opportunité de la semaine que tu prépares depuis un buy. Un buy, pourquoi? Parce que lundi, mardi, j'ai pas vraiment trade. Pourquoi? Parce que les calendriers étaient vides, et donc j'attendais vraiment la journée de mercredi pour commencer à placer des positions. Enfin, les calendriers n'étaient pas vides, mais ne m'intéressaient pas. Mais donc, pour revenir à tout ce que je disais ici, quelles sont les erreurs que j'ai faites et que je devrais vraiment corriger? Parce que ça commence un peu à m'énerver dans le sens où et beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, j'ai conscience des erreurs que je fais, mais je continue à les répéter. Et je pense que c'est quelque chose qui qui touche beaucoup de personnes, c'est en gros de savoir trader, dans le sens où tu sais ce qui est bon à faire et pas bon à faire, mais tu fais quand même les choses qui ne sont pas bonnes à faire. Littéralement, quand j'avais cette position-là, j'étais en mode non, je sais que je devrais attendre. Je sais que je devrais attendre 18-19 heures la décision de
de la Fed, mais j'ai quand même envie d'entrer. Et qu'est-ce qui faisait que j'étais en mode mais j'ai quand même envie d'entrer? C'est ce FOMO, c'est cette peur de manquer une opportunité en mode oui mais on sait jamais, imagine que le prix parte maintenant et je suis pas dedans. Et comme je le dis dans la vidéo sur la peur de manquer une opportunité, le pire c'est que c'est ça qui me fait vraiment rire, c'est que toutes ces choses-là que je dis en vidéo, je me les dis à moi-même et je les explique en vidéo et je le fais pas. J'avais littéralement dit que la peur de manquer une opportunité, c'est justement ce qui te fait manquer une opportunité. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Avec la première position que j'ai ouverte par peur de manquer une opportunité, parce que je tenais pas compte de la grosse data qui sortait en fin de soirée à 20h, et parce que du coup, au lieu de saisir un setup à forte probabilité, ben, j'ai juste pris un setup de merde. Eh bien, c'est parce que j'avais cette peur de manquer une opportunité qu'au final, j'ai pas réussi à attraper le trade principal que je préparais depuis un bail. C'est ça le pire. Parce que le trade, en gros, que je préparais, c'est... En fait, cette structure-ci qu'on voit là, c'est entre guillemets de la structure intermédiaire. Et le vrai mouvement de structure, s'il veut bien, il est ici. Donc on a le plus haut là, puis on a un bas ici, puis on a un haut là. Puis alors après, le prix devrait continuer à la baisse. Bref, mais donc, voilà. Je me rends compte que, à force de parler de toutes ces stratégies-ci, je vous le remets en grand, c'est qu'elles se rejoignent toutes de près ou de loin. Par exemple, l'importance de respecter son plan de trading, je pourrais aussi en parler quelque part, parce que mon plan me dit littéralement, s'il y a une annonce économique majeure, tu n'ouvres pas de position, genre des heures avant l'annonce. Sauf dans le cas, bien évidemment, où tu te places en anticipation de. Mais généralement, c'est pas une bonne idée, parce que le prix va fluctuer avant l'annonce, et va fluctuer pendant l'annonce. Mais j'ai aussi une règle qui dit que je place des stops plus larges lorsqu'il y a une annonce économique qui sort, et je me positionne que si je suis sûr de la direction que va prendre le prix. Parce que certaines personnes font l'inverse et se disent non, moi je trade en dehors des annonces, et quand il y a une annonce, je clôture mes positions. J'aborde pas les marchés comme ça, et c'est justement quand il y a des annonces qui sortent que je fais le plus de profit, et d'ailleurs à plus court terme, mais parce que j'ai entre guillemets une bonne analyse fondamentale, et donc je sais que bah, si l'annonce sort, le prix, je sais pas, part à la hausse, c'est ce qui s'est passé, le prix part à la hausse, les gens vont prendre peur, ils vont se dire non, non, et je suis là en mode non, non, j'ai confiance en mon biais fondamental, je sais que l'euro va baisser. Euh, Parce qu'il ne peut pas monter. Bon, tout est possible, bien évidemment, sur les marchés financiers, mais quand tu fais de l'analyse fondamentale, il y a un moment où, ok, à court terme, les prix peuvent fluctuer, mais à moyen terme, le prix finit toujours par revenir à sa valeur d'équilibre, à la bonne valeur, bref. Et donc voilà, et donc respecter son plan de trading, ou utiliser des ordres limites aussi, ça aurait pu être une bonne chose. Pourquoi? La meilleure chose à faire à ce moment-là, c'était juste de placer... Parce que le pire, c'est que cette position, je l'ai exécutée en ordre de marché. Et ça en dit long aussi, du coup, sur ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Alors que si j'avais simplement dit, ok, le prix a une possibilité d'arriver là, à la limite, j'aurais même pu éventuellement prendre une position avec un ordre limite et placer un risque moindre et puis voir ce qui se passe et me dire, ok, c'est pas grave, c'est pas passé à ce moment-là l'entrée, mais je reprends une entrée ici avec du coup à nouveau un faible risque parce que je suis pas sûr que ça passe. Et puis quand je vois que ça passe, je scale in, je fais un add-in et je double la taille de ma position et je prends le trade. Mais tout ce que je vous explique là, c'est quand on est rationnel, quand on planifie son trade et on respecte son plan, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Bref, mais c'est pour ça que je pense que c'est important que je reprenne cette petite série de vidéos. Et la prochaine fois, on va voir du coup la patience, qui est, encore une fois, tout se rejoint un peu, mais avoir fait preuve de plus de patience aurait pu m'aider à du coup ne pas sauter sur cette opportunité qui était mauvaise. Surveiller ses émotions, très très important aussi. Revoir et apprendre, c'est quelque chose que je ne fais pas assez, je devrais faire beaucoup plus de revues de la semaine. Et puis après les autres points, c'est pour dans plus longtemps, donc je ne vais pas les citer là maintenant. Mais donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît un peu, c'est un peu différente d'habitude dans le sens où bon, j'essaie quand même de vous apporter de la valeur, mais je pense que c'est important aussi de temps en temps de faire une vidéo plus en mode je vous raconte ce qui se passe dans mon trading. Dans le sens où cette chaîne, avant d'être une chaîne pour partager mes expériences et ce que j'apprends, c'est aussi une chaîne pour partager mon évolution. Et j'ai autant envie de vous montrer mes victoires que mes défaites. Et je parle pas juste d'un trade à l'autre en mode oh regardez j'ai eu un gain ou oh regardez j'ai eu une perte. J'ai vraiment envie de vous montrer que pour l'instant, honnêtement, mon trading pue un peu la merde. Genre, ça fait un bail que je suis en drawdown, j'en ai déjà parlé dans la revue du mois. Après, je remonte tout doucement la pente parce que j'ai appris des techniques de gestion de drawdown, etc. qui me permettent du coup de limiter mes pertes et de maximiser mes gains. Et du coup, ça se passe un peu mieux. D'ailleurs, j'avais expliqué dans une vidéo il y a longtemps que j'essayais de mettre derrière moi, là-bas, du coup,
mon PNL en temps réel de mon compte, et donc vous le voyez au fil des vidéos, en fait vous le verrez peut-être, mais donc on était à moins 2% à un moment sur certaines vidéos, et puis après on était à moins 1,5%, là on est à moins 1,2%, mais donc je remonte tout doucement vers mon capital de départ, donc je sors petit à petit de la période de drawdown, mais cette période est toujours là. Et le pire, et là c'est un peu un message, comment dire, psychologique pour la fin de la vidéo, mais c'est que ça peut être très frustrant, et ça le devient très frustrant, parce que être pendant un mois et plus dans une période dans le rouge, j'en suis plus au stade où je me pose des questions en mode est-ce que le trading c'est vraiment pour moi, etc. Non, c'est une aventure dans laquelle je me suis lancé depuis déjà longtemps, et c'est quelque chose que j'arrêterai pas tant que j'y arriverai pas, mais c'est quand même pesant dans le sens où tu te dis bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas, et tu fais des essais-erreurs, tu essaies de t'améliorer, mais il y a toujours un truc qui va pas. Et je suis encore en train de le chercher, c'est ça le pire. Et je discute aussi avec pas mal de personnes de la communauté pour essayer de trouver quels sont mes défauts, quelles sont mes erreurs. Mais je pense qu'explorer ce truc de FOMO est une bonne chose. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'analyse mes trades, genre à chaque fois, il n'y a pas une seule fois où mes perdants, et honnêtement, et c'est ça qui est le plus frustrant, j'ai d'abord terminé ma phrase, donc il n'y a pas une seule fois où mes perdants ne sont pas liés à une erreur de trading. Alors ça ne veut pas dire que du coup, avec ma stratégie appliquée correctement, j'ai pas de perdants, bien évidemment j'en ai, mais en tout cas, quand j'ai des perdants, il y a peut-être 50% de la cause, c'est parce que du coup, ma stratégie ne marche pas à tous les coups, mais 50% aussi parce que je fais une erreur de trading. En tout cas, je décèle toujours une erreur d'exécution ou quoi, et cette erreur, et c'est là le point important, vient toujours d'une peur de manquer une opportunité. Pour ma part en tout cas, c'est toujours ça. Je sais qu'il y a d'autres peurs en trading, par exemple la peur de manquer de l'argent, la peur de laisser de l'argent sur la table, etc. Ces autres peurs te poussent à faire d'autres choses. Par exemple, si tu as peur de laisser de l'argent sur la table, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas envie de fermer ta position, de prendre des profits, parce que tu te dis, et si le marché me donnait plus? Et alors ça te pousse à être greedy, ça te pousse à être avare, et à aller chercher trop, pour au final que le marché s'inverse et tu perds tout. Mais ça, c'est des problèmes qui ne me touchent pas. Justement, c'est plutôt l'inverse, j'ai du mal à laisser courir mes profits, et à laisser mes gagnants tourner. Donc, chacun, je pense, est victime d'une peur en trading, dans le sens où, selon Mark Douglas, c'est un auteur que j'adore, je le cite souvent, il y a 4 peurs en trading, c'est la peur de manquer une opportunité, donc le FOMO, la peur de perdre de l'argent, la peur de se tromper et la peur de laisser de l'argent sur la table. Et je pense que chacun de nous, on est tous au moins victimes de l'une de ces 4 peurs, si pas plusieurs. Et pour ma part, celle qui revient le plus souvent dans mes erreurs de trading, c'est justement celle-là, le FOMO, dont je parle si souvent. Et voilà, j'espère en tout cas qu'avec les stratégies que j'essaie de mettre en place, là, que je n'applique pas, enfin je les applique mais je ne les respecte pas encore pleinement. Et donc je dois vraiment apprendre à me discipliner et à structurer. Et puis aussi, je dois aussi apprendre à, je dirais, structurer ma stratégie de trading. Dans le sens où c'est comme si j'avais plein de concepts de trading en tête, et quelque part j'ai un plan de trading, mais il y a énormément de confusion quand il s'agit d'appliquer cette stratégie. Et peut-être que du coup cette confusion, c'est ce qui me pousse du coup à faire preuve de FOMO et à mal prendre les décisions. Enfin bref, voilà, j'avais envie de terminer cette vidéo avec un petit message un peu plus personnel pour vous dire aussi comment je me sens par rapport à toute cette aventure-là. Le but c'est qu'à la fin de l'année, je puisse avoir une sorte de journal vidéo du coup, dans lequel je peux voir toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Et là, du coup, c'est pas l'étape drôle, c'est je suis en drawdown, etc. Et du coup, je rêve juste d'une chose. C'est ça le plus frustrant, c'est la position là. Si du coup je l'avais bien exécutée, ça m'aurait permis de repartir à zéro, donc de remonter mon compte à 0%, et d'enfin reprendre un risque normal. Enfin bref, mais donc j'espère que ce sera... Enfin, la semaine n'est pas finie, demain on aura le rapport sur l'emploi, peut-être que, qui sait, j'aurai une chouette opportunité de trading pour cette occasion-là, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais donc voilà, sur ces mots, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve dans la vidéo de demain.